Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Podcast numéro 99. Je veux parler aujourd'hui des 12 échelons de l'échelle résidentielle. Ça fait un petit peu référence à l'échelle de la propriété. Je dis échelle résidentielle au lieu de échelle de la propriété parce qu'il y a des échelons là-dedans qui font partie de l'échelle, mais qui font qu'on n'est pas vraiment propriétaire encore. Donc, j'en ai ajouté surtout au début. Lorsqu'on pense à notre habitation, notre logement, c'est notre plus grande dépense. Il faut y aller de façon stratégique. Je recommande d'y aller progressivement par échelon, c'est-à-dire de commencer très bas, de limiter notre train de vie, de commencer au bas de l'échelle pour nous laisser une plus grande marge de manœuvre, pour avoir plus d'épargne dans nos poches. Je recommande d'y aller avec l'échelle résidentielle ici que je propose. J'ai 12 échelons que j'ai fait en partie en passant. J'en ai peut-être ajouté quelques-unes, mais c'est beaucoup inspiré sur ce que j'ai fait personnellement, moi, pour mon logement, mon habitation, depuis mon début vingtaine jusqu'à aujourd'hui. Je recommande aussi toujours de retarder chaque échelon, chaque barreau de l'échelle. On va attendre le plus longtemps possible avant de passer au prochain. Ça va nous aider pour garder nos dépenses en contrôle, puis on va pouvoir accumuler un grand capital comme ça, un grand patrimoine en retardant. Donc, on parle ici de gratification différée, évidemment. On va parler de retarder plus longtemps chaque échelon versus l'idée que lorsqu'on va acheter notre propriété, ça va être notre maison pour toujours. Okay? Je mets en contraste ces deux idées-là. C'est une idée que j'entends souvent qui, pour moi, est comme une excuse. Tu sais, on se dit « Ah, ben là, je vais acheter cette maison-là. Oui, elle est un petit peu chère, mais dans le fond, c'est une maison dans laquelle je vais vouloir rester toute ma vie. Donc, ça vaut la peine parce que oui, peut-être que maintenant, j'ai pas les moyens, mais dans 10 ans, je vais être correct. Ça va faire du sens, tu sais, parce que je vais vouloir habiter là longtemps. » Okay, moi, je veux un petit peu questionner cette façon de penser-là. Au lieu de penser en termes de maison pour toujours, quelle est la maison, quel est le logement en ce moment qui est le mieux pour moi? D'y aller avec l'échelle résidentielle que je vais proposer ici, les 12 échelons, c'est une super bonne approche. Premier échelon, ça va être d'habiter chez ses parents. De 0 à peut-être 16, 17, 18 ans, on habite chez nos parents, ça coûte rien. Donc, notre train de vie, dans le fond, ben c'est pas que ça coûte rien, c'est nos parents qui vont payer pour nous. Donc, ça, c'est très bon. Donc, si on peut même commencer à travailler pendant ce temps-là, pendant qu'on étudie, pendant qu'on habite chez nos parents, pour moi, c'est la première, faut en parler, c'est le premier échelon. Moi, j'ai utilisé ça, mes parents m'ont offert d'habiter à la fin de mes études. J'ai utilisé ce privilège-là 1 an avant d'aller en appartement. Si on peut rester plus longtemps, ben là, il faut faire attention. À un moment donné, il faut voler de ses propres ailes, évidemment. Mais c'est le premier échelon de l'échelle, aller rester chez ses parents. Je pense que ça vaut la peine d'être en bon terme et de penser assez tôt à son patrimoine de cette façon-là. Échelon numéro 2, je dirais qu'on pourrait ensuite aller en logement, être locataire, avoir des colocs, avoir peut-être 1 ou 2 colocs, dépendamment. Ça va être l'option qui va coûter le moins cher versus les autres échelons. Ne pas habiter seul. On n'aura pas un grand niveau de confort. On s'entend que habiter seul, c'est plus facile qu'habiter avec d'autres gens. Il faut faire des compromis lorsqu'on n'habite pas seul. Donc ça, c'est une habitude d'ailleurs que je prendrais assez tôt de ne pas aller habiter seul. J'irais plutôt essayer de me prendre des colocs pour vraiment m'habituer à vivre avec d'autres gens. Parce qu'habiter seul, c'est un luxe, c'est un confort, et puis ça va coûter beaucoup plus cher. Lorsqu'on habite à plusieurs, on peut partager les dépenses, et puis on peut, si on sort de l'université, après ça, commencer à faire un bon salaire, puis pouvoir mettre de l'argent de côté. Moi, c'est une façon que j'ai utilisée. Lorsque j'ai quitté la maison chez mes parents, j'ai aussi pris un appartement pendant quelques mois avec
un de mes amis, puis ça nous coûtait vraiment pas cher et j'ai utilisé cette façon-là. Échelon numéro 3, logement abordable. Supposons que, oui, on veut plus habiter avec d'autres gens parce que, comme j'ai dit, c'est pas le plus grand confort qu'on va avoir. Peut-être qu'on veut habiter seul ou peut-être qu'on veut habiter en couple. On va quand même regarder un logement qui va suffire à nos besoins. On n'a pas encore acheté, peut-être qu'on n'a pas la mise de fonds encore pour aller acheter sa propriété. On va chercher un logement qui est abordable, puis idéalement en couple à ce moment-là. Et puis, si on n'est pas en couple, oui, on va y aller seul, s'en tenir, au lieu d'aller vers un logement qui serait plus luxueux, qui serait plus moderne. On va y aller vraiment avec nos besoins de base à ce niveau-là. On va aller avec un logement qui est abordable, seul ou en couple. Donc ça serait l'échelon numéro 3. Échelon numéro 4, là, je vais avec house hacking. Supposons qu'on a la mise de fonds pour acheter une propriété. Ça, on peut le faire pendant qu'on étudie. Quand j'allais à Sherbrooke, il y a des gens qui faisaient ça, qui achetaient des maisons près de l'université, puis qui louaient des chambres aux étudiants et qui en profitaient aussi pour habiter la maison. Vous pourrez faire des recherches là, sur le house hacking. C'est une autre façon. Évidemment, il faut respecter les règles de la ville pour louer en chambre près des universités. Il faut s'informer pour être certain qu'on fait les choses dans les règles. Mais ça peut être une belle façon aussi. Ça rejoint le logement en colocation, sauf que là, on devient propriétaire. C'est le premier échelon de l'échelle où est-ce qu'on est propriétaire. On va acheter une maison et on va peut-être louer des chambres, louer une partie de la maison, soit au mois ou par session. Surtout, je pense, dans un contexte où est-ce qu'on est étudiant, puis qu'on connaît d'autres étudiants, puis qu'on peut encore là habiter près de d'autres gens. Bien, on va être propriétaire, puis peut-être même qu'on va faire un profit ou peut-être que notre maison, en fait, va se payer tout seul. Notre logement ne nous coûtera rien de cette façon-là. Ça prend par contre la mise de fonds, ça prend la capacité d'emprunt. Souvent, il va peut-être y avoir un parent qui va nous aider à faire ce projet-là pendant nos études. Puis ça se prête bien aussi, peut-être le house hacking, on peut continuer une fois qu'on est plus aux études, mais évidemment, après ça, côté vie familiale, si on veut commencer notre famille, si on a un emploi qui est très prenant, peut-être que le house hacking ne sera plus approprié après ça. Donc, c'est à voir. Donc ça, c'était l'échelon numéro 4. House hacking. OK, échelon numéro 5. Là, je vais avec le plex propriétaire-occupant. Un peu comme le house hacking, au lieu d'acheter une maison, on va acheter un plex. On va acheter un immeuble qui était destiné à avoir plusieurs unités d'habitation, un plex. Donc, soit un duplex, un triplex. On va aller habiter un des logements, puis on va louer les autres. Ça, évidemment, ça a été très populaire. Il faut aussi faire les calculs, s'assurer, parce que le prix des plex, par exemple, à Montréal, si je pense à Montréal, sont quand même très élevés. Ça prend une bonne mise de fonds pour acheter un plex occupant à Montréal. Dans le passé, peut-être que c'était plus rentable qu'aujourd'hui, mais si on fait les calculs, ça se peut que ce soit quand même l'option la plus rentable pour nous. Donc, c'est à considérer. Il y a le désavantage, comme le house hacking, il y a le désavantage qu'on doit gérer des locataires, soit des locataires qui vont louer une chambre dans le cas du house hacking ou qui vont louer un appartement. Il faut gérer ça. Si ce n'est pas dans notre intérêt, si on ne veut pas se lancer là-dedans, peut-être que ces options-là, peut-être que ces échelons d'échelle-là ne sont pas pour nous et puis c'est tout à fait acceptable. Pour ma part, je n'ai pas fait ces deux échelons-là, mais pour avoir étudié beaucoup l'immobilier, aller dans les clubs d'investissement immobilier, j'ai vu que ces deux façons de faire-là sont très populaires et je suis certain qu'on peut s'enrichir de cette façon-là. Et pour moi, ça fait partie de l'échelle résidentielle. OK? Donc ça, c'était l'échelon numéro 5, acheter un plex occupant, c'est-à-dire acheter un plex puis occuper un des unités, louer les autres. Le prochain échelon, c'est le condo. Donc un petit condo. On va être propriétaire de son unité, on reste dans être propriétaire, mais peut-être que, comme j'ai dit, pour nous, commencer à être propriétaire et louer à des locataires, c'est pas quelque chose, c'est pas un emploi qu'on veut, parce qu'on s'entend que, oui, être propriétaire d'un plex, on bénéficie beaucoup de l'augmentation de valeur, mais il y a du travail qui est en arrière de ça. On doit gérer, on doit discuter avec les locataires, on doit trouver notre locataire, puis quand il y a des problèmes, il faut s'occuper du logement, le maintenir, ça reste notre maison, puis on doit l'entretenir. Peut-être que nous, on ne veut pas s'embarquer là-dedans.
À ce moment-là, peut-être que le condo, ça serait le prochain échelon pour nous qui serait acceptable. Donc, le condo, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le plus petit que je pouvais. J'avais le choix entre un 2 chambres, une chambre. Puis, comme j'étais seul, j'étais allé pour une chambre. J'étais allé au minimum. Et puis, c'est ce que je recommande de faire. 6e échelon, j'ai mis condo avec vue. OK? Parce que moi, c'est particulièrement ce que j'ai fait. Quand j'ai rencontré ma conjointe il y a 6 ans, on a emménagé ensemble et puis là, j'avais, moi, habité pendant 10 ans dans le condo à l'échelon numéro 5 et puis, j'étais un petit peu tanné là, d'être au rez-de-chaussée puis d'avoir peu de lumière. Là, j'ai dit, OK, on va aller comme dans un condo vraiment lumineux. On a pris un condo au 3e étage où est-ce qu'on avait 3 balcons, terrasses et on avait une belle vue sur la ville. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, je suis rendu en 7e, le 7e échelon, condo avec vue. Les condos, c'est ça, c'est une copropriété. Oui, on est propriétaire de notre unité, mais il y a d'autres copropriétaires avec qui on doit s'entretenir. Il faut être des bons voisins. Il faut gérer aussi tout l'immeuble au complet via le syndicat de copropriété. C'est pas nous qui décidons à 100% tout. On doit s'entendre avec les autres copropriétaires. Mon expérience, quand il y a un gestionnaire de copropriété, c'est vraiment intéressant. Quand c'est autogéré, ça peut être un petit peu plus de travail. J'ai eu les deux. Mon premier condo, c'était autogéré. Et puis, j'ai été administrateur dans les 2 syndicats de copropriété. Autogéré, c'était beaucoup de travail. Et puis, le 2e condo, on avait une entreprise qui faisait la gestion. Et puis là, c'était beaucoup plus facile d'être administrateur à ce moment-là. Le gestionnaire professionnel, c'est vraiment des professionnels de gestion de syndicats de copropriété. Et puis maintenant, c'est assez lourd tout ce qu'un syndicat de copropriété doit faire selon les lois. Mais il y a des avantages, c'est que les dépenses pour la maintenance de ton immeuble sont partagées à travers tous les copropriétaires. Donc ça, peut-être qu'on se dit, oui, mais là, j'ai une dépense obligatoire qui est mon frais de condo mensuel. C'est comme quasiment être à logement puis payer un loyer. Mais en réalité, moi, j'ai fait les calculs en ce moment entre notre condo puis la prochaine maison qu'on va acheter. Et puis, ça revient beaucoup moins cher, les frais de condo, que ce qu'on doit payer donc pour une maison, pour l'entretien. C'est juste que pour la maison, il faut tout faire nous-mêmes, il faut tout prévoir. Le fonds de prévoyance, il faut le faire nous-mêmes. Il faut s'occuper de l'entretien, le terrain, etc. Donc voilà, ça c'était le 7e échelon. Ensuite, j'irai en 8e position, la petite maison. Petite maison, oui, parce que là, on continue à monter, on veut toujours un petit peu plus de confort. Peut-être qu'on veut un terrain à nous, peut-être qu'on veut vraiment avoir toute la hauteur de où est-ce qu'on habite, c'est-à-dire pas de voisins en haut, pas de voisins en bas. On veut de la place pour le chien, une cour. On y va avec une petite maison, puis on regarde nos besoins encore là, combien de chambres qu'on a de besoin, combien de grandeur de terrain qu'on a de besoin. Et ça, ce serait le 7e échelon. Ensuite, j'ai écrit en 8e moyenne maison, en 9e grande maison. Tu sais, parce qu'il y a plus, tu sais, les maisons, c'est ça, là, on va y aller avec vraiment nos besoins et puis on va y aller aussi avec le patrimoine. Parce que là, à travers tout le temps qu'on retarde chaque échelon, on réussit à épargner beaucoup. Ça, c'est le gros avantage de faire tout ça dans cet ordre-là. C'est qu'à travers toutes ces étapes-là, on épargne parce que notre train de vie reste bas et notre salaire, lui, a continué à augmenter beaucoup. Donc, on a réussi à épargner beaucoup et puis notre patrimoine augmente. Et puis, rendu là, ça va être ça qui va déterminer la grosseur, selon moi, de notre maison. Qu'est-ce qu'on a réussi à épargner? Parce que rendu là, moi ici, personnellement, peut-être qu'on skip là, ici la petite maison parce que la maison qu'on achète en ce moment, elle n'est pas petite, elle est peut-être moyenne, mais c'est parce que justement, on a réussi à... Le condo maintenant est payé au complet, puis on va acheter, comme j'ai expliqué un peu au dernier épisode, on va acheter là, la nouvelle maison avec l'argent qu'on a, c'est-à-dire l'argent qu'on a réussi à épargner grâce au fait que j'ai grimpé l'échelle résidentielle et que j'ai retardé chaque échelon le plus longtemps possible. Présentement, on est en mesure là, d'aller directement vers la moyenne. Ensuite, là, si les choses vont bien puis on continue à faire beaucoup de revenus, on peut aller en numéro 10 à la grande maison, peut-être sur le bord de l'eau. Moi, quand je pense au futur, peut-être dans 5-6 ans,
Bon, on va peut-être se laisser tenter par une plus grande maison, puis un emplacement, un plus grand terrain, qui sait. Rendu là, on va voir. Ensuite, j'ai mis à l'échelon numéro 11 et à l'échelon numéro 12, j'ai mis les chalets. Donc là, une fois qu'on a notre grande maison, peut-être qu'on veut pas toujours rester dans notre maison. Puis en réalité, là, c'est pas vraiment une échelle en ligne droite. Là, on s'entend que les chalets, souvent les gens vont avoir leur condo peut-être en ville et puis ils vont s'acheter un chalet. Ça va faire leur échelle résidentielle d'avoir condo plus chalet en campagne ou dans le nord. Mais les deux derniers échelons, j'ai écrit ici chalet locatif. OK, puis chalet privé en dernier. Parce que chalet locatif, oui, on va l'acheter pour nous, on va en profiter, mais on va aussi le louer. C'est un petit peu moins pratique, un petit peu moins luxueux. On va aller chercher du revenu avec ça. Je sais que c'est très, très populaire dans les dernières années de faire du chalet locatif. Encore là, il faut faire attention aux règlements municipaux pour ça, voire la location court terme. Et ensuite, bon, le chalet 100% privé, c'est-à-dire on l'achète, puis c'est à nous, et puis on se ramasse à ce moment-là avec 2 maisons. Et puis, j'arrête là parce que vous comprenez le principe là, de l'échelle résidentielle. Je rappelle que pour moi, c'est pour vraiment contrer l'idée qu'on va tout de suite aller vers notre maison qu'on va acheter pour toujours, notre forever house. Notre forever home, on va oublier ce concept-là et on va plutôt se concentrer sur le concept de l'échelle résidentielle. C'est-à-dire, lorsqu'on va déménager, ça ne sera pas pour toujours. Ça va faire en sorte qu'on va accepter de peut-être aller dans plus petit si on sait que c'est temporaire et que dans quelques années, lorsque justement avoir diminué notre train de vie va avoir porté ses fruits. On va avoir donc plus de moyens financiers pour passer au prochain échelon de l'échelle. C'est un peu ce que je voulais démontrer aujourd'hui dans l'épisode numéro 99. Penser en termes d'échelle résidentielle et non pas penser en termes de maison dans laquelle on va vivre pour toujours. Parce que pour moi, ça, c'est une excuse pour justifier un gros train de vie. Donc, on pense en incrément de max 5 ans. Et puis, on retarde à ce moment-là chaque échelon le plus longtemps possible. On parle de gratification différée. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode numéro 99. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.